Jean Moulin. Bonjour et bienvenue sur la PNIX, votre émission Japon et relations internationales. Nous allons passer ensemble une heure de détente, d'information et quelque part, grâce au talent, certes limité mais talent quand même, de Mathieu Aulagnier, du divertissement. Je vous remercie. C'était Flavien de Guillaume pour la PNIX. Avec nous aujourd'hui, cette semaine incroyable, nous avons Joséphine Merle. Bonjour Joséphine. Bonjour Flavien. Voilà, nous avons commencé cette petite introduction tout en douceur, alors qu'on va être très bruyant aujourd'hui, puisque nous continuons avec Mathieu Aulagnier. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous, ça me fait super plaisir de vous voir aujourd'hui. Enfin, pas vous voir, mais de vous parler. Enfin, que vous m'écoutiez en tout cas. Super, voilà. Alors, il choisit ses mots. On va passer du coup à Hugo pour continuer. Bonjour Hugo, Hugo Joly. Bonjour, je suis super content d'être là un lundi matin, ça égaye toute ma semaine. Voilà, alors vous pouvez écouter vraiment quand vous voulez, mais nous on est là le lundi matin, on enregistre ce lundi 8 avril. Et enfin, nous avons le plus beau blond de l'émission, hein, quelque part, Augustin Fanchon, bonjour. Salut Flavien, t'as bien fait de le dire, j'ai vu Mathieu qui a haussé les yeux. Je suis pas très blond, ça va. Ouais. Châtain clair, je me considère pas dans le classement. Parfait. Alors, les loulous, j'ai envie de dire, les loulous, de quoi vous allez nous parler cette semaine? On va commencer par toi, Hugo. Alors, moi, je vais vous parler de l'empereur au Japon, donc de son abdication, des conséquences, de son successeur et de sa représentation vue par la nation. Splendide, nous avons hâte de t'écouter et nous continuons, je crois, par Augustin. Oui, alors moi je vais vous parler plus de Abe Shinzo qui est le premier ministre japonais et donc voilà un peu de l'historique du présent et puis de sa relation avec l'empereur. Voilà les chroniques journalisme de fond, hein. Vous êtes allé chercher des interviews, des gens qui savent, des gens qui ont les informations. Et les gens qui travaillent vraiment au final. Voilà, nous voulons. Et là, il y a deux autres chroniqueurs qui ont moins travaillé, du coup, je crois. Mais pas du tout. Nous avons ensuite les chroniqueurs culture et divertissement. Oui, Joséphine. tout à fait. Et j'ai fait beaucoup de recherches aussi, Flavien. J'ai parlé avec des gens très haut placés pour ma culture Japon. Donc, je vois pas pourquoi tu me discrimines. Mais je ne discrimine pas du tout. Hein. C'est pas du tout le même type. Il y en a un qui est plutôt culturel, avec des découvertes artistiques, et puis ensuite, il y en a d'autres qui sont plutôt divertissement, comme toi, je crois, Mathieu. Oui, alors moi, ça va être vraiment plus simple, ça sera à la portée de tous, j'espère. On va faire des quiz. On espère tous alors. Donc on va en apprendre sur le Japon, ça va être super intéressant, il va y avoir l'émulation des cerveaux dans cette pièce et quand vous allez écouter ça, je pense que même vous allez vouloir répondre aux questions, vous allez mettre pause, vous allez dire, vous m'enverrez même un mail. Mathieu98@me.com et là comme ça vous pourrez me dire si vous avez les bonnes réponses. Voilà, on va faire ça. On mettra son mail évidemment dans la description, ainsi que son numéro de portable personnel. Compte Insta, ouais, son ça c'est RIB. bien. Voilà, n'hésitez pas, surtout dans 20 ans, ami recruteur que vous écoutez, pour lui envoyer un petit mail. Non, je rigole, bien sûr, ne lui envoyez pas de mail, il est incompétent. Nous avons... Ça me fait super plaisir d'être là. Nous allons donc continuer, évidemment, vous l'avez deviné, notre thème cette semaine, c'est le Japon, et plus particulièrement un fait d'actualité qui vraiment transformer la société japonaise, qui fait bouger toutes ses couches, c'est la transition, l'abdication de l'actuel empereur du Japon pour son fils. Et nous allons justement commencer par toi, Hugo, qui va nous en parler. C'est bien ça. Donc bonjour à vous, Samuel Marie, c'est bien ça. Vous faites une thèse actuellement sur le Japon. Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus concernant cette thèse ?
Oui, alors je suis étudiant en philosophie, je suis en 5e année de thèse, et celle-ci porte sur la philosophie politique japonaise d'après-guerre, et plus particulièrement sur la démocratie, la société civile et l'espace public chez Maruyama Masao. Voilà, grand philosophe intellectuel engagé, progressiste du Japon d'après-guerre. Voilà, en substance, je travaille sur la démocratie d'après-guerre au Japon. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est parfait parce que j'aurais une question portant sur l'empereur du Japon. Et du fait de son abdication, j'aimerais savoir si vous pouviez m'apporter quelques réponses, quelques informations du coup complémentaires pour déblayer un petit peu grossièrement le terrain concernant son abdication. Donc, comment peut-il abdiquer? Peut-il abdiquer? Qui sera son successeur? Quelle particularité a apporté Akihito? Et que nous promet éventuellement son successeur? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'abdication de l'empereur au Japon, c'est quelque chose de très rare. Le dernier cas recensé date d'il y a 200 ans, en 1815-1816, l'empereur Kokaku, si ma mémoire est bonne, qui avait abdiqué. D'accord. Pas de cas d'abdication depuis. D'autre part, la particularité aussi de l'abdication d'Akihito, c'est que la constitution de 1947 ne permettait pas à l'empereur d'abdiquer. Raison pour laquelle il a fallu créer en toute hâte, en 2018, une loi permettant cette abdication. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment tout récent alors. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est un peu la panique. Voilà, et du coup, nouvel empereur, changement d'air. Bon, là aussi, c'est un peu une nouveauté, puisque il y a un changement d'air quand l'empereur actuel meurt, et que son fils prend la succession. Donc là, c'est un peu aussi de la nouveauté. Il a fallu que le gouvernement, les parlementaires japonais statuent pour désigner une nouvelle ère. Comme vous l'avez vu, là, c'est tout frais, tout récent, puisque ça date. On a découvert la nouvelle ère ces jours-ci. Donc à partir du 1er mai 2019, nous ne serons plus en l'ère Heisei, mais nous serons dans l'ère Reiwa. D'accord. Qui signifie? Alors, selon le Premier ministre Shinzo Abe, selon les autorités japonaises, elle signifie la belle harmonie. La magnifique harmonie, la belle harmonie. Alors c'est intéressant parce que c'est hautement symbolique, ça a une certaine portée politique. Reiwa, la particularité, bon, déjà il faut savoir que les noms des airs au Japon sont tirés en général des classiques de la littérature chinoise. D'accord. C'est le cas de ce nom d'air aussi également. Mais là, il y a eu une petite polémique sur la signification de ce terme, parce que le premier kanji qui compose le nom de cet air, Rei, en général, ce kanji-là signifie l'ordre, le commandement, le décret. Et donc certains ont vu à travers ce kanji-là une volonté en quelque sorte autoritariste du gouvernement, et notamment la main des nationalistes et des conservateurs qui sont proches de Shinzo Abe. Donc en réponse à ces interprétations qui commençaient à circuler notamment à l'étranger, Shinzo Abe a pris le devant en disant pas du tout, c'est pas en ce sens-là qu'il faut le prendre, c'est au sens de la beauté. C'est au sens de la beauté, c'est la belle harmonie, il n'y a pas de volonté autoritariste derrière. Voilà, donc c'est assez intéressant de noter cette ambiguïté politique. Surtout venant de Shinzo Abe. Surtout venant de Shinzo Abe. Mais l'ambiguïté reste. Bon, c'est intéressant à noter, quoi. D'accord. Et du coup, pouvez-vous m'en dire un peu plus concernant Akihito et concernant son règne? Quelle particularité est-ce qu'il a apporté? Pourquoi est-ce qu'il est pas si connu, mais il a apporté, il me semble, du coup, à ma connaissance, qu'il a apporté quand même pas mal de choses au Japon, donc cet aspect moderne, cette reconnaissance de quelques faits du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment aussi son désaccord vis-à-vis de Shinzo Abe. Tout à fait, tout à fait. Oui, là comme ça, depuis temps de long, j'évoquerai effectivement sa reconnaissance des crimes commis par l'armée japonaise pendant la guerre. Ça, oui, notamment vis-à-vis de la Chine. Et c'est quelque chose que les conservateurs ont conservé en travers de la gorge.
On sait que ces relations, notamment avec Shinzo Abe, sont assez tendues, pour le moins tendues. Je n'ai pas plus d'informations que ça, mais j'ai vu une anecdote comme ça en passant qui disait que des journalistes, je crois, posaient la question à Shinzo Abe pour savoir quel était le lien entre ses rapports avec l'empereur. Il était en train de manger, il paraît qu'il en aurait cassé ses baguettes. Il n'aurait rien dit, il aurait cassé ses baguettes. Donc, elles sont assez tendues. Il y a un désaccord de fond entre les conservateurs, qui sont toujours dans la logique de restaurer les prérogatives impériales, etc. Parce qu'il faut bien voir que le statut de l'empereur au Japon, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que lors de Meiji, on a instauré l'empereur du Japon non seulement comme unité, incarnation de la nation, mais aussi on a réaffirmé l'idée que l'empereur était de statut divin. C'était un dieu vivant et que c'était l'héritier d'une longue lignée d'empereurs remontant donc au fameux empereur, on ne sait pas trop d'ailleurs si son existence est réelle ou mythique, l'empereur Jinmu, en 660 avant Jésus-Christ, qui est la date officielle du mythe comment dire, la date mythique en tout cas de la fondation du Japon, et qui serait lui-même le descendant de la déesse du soleil, Amaterasu Omikami. Il y avait cette idée que l'empereur était divin, quoi. C'était l'héritier, le successeur de la déesse du soleil. Et après la défaite de 45 et la nouvelle constitution de 1947, l'empereur s'est vu déchu de son titre de dieu vivant au profit d'une fonction symbolique d'unité de l'État et d'unité de la nation. Donc ça, c'est quelque chose que, évidemment, les conservateurs et les nationalistes au Japon n'ont jamais accepté et sur lesquels ils essaient de revenir. Et tout le paradoxe, c'est que l'empereur n'est pas sur cette ligne-là. C'est quelqu'un qui est en fait plutôt sur une ligne d'ouverture, plutôt progressiste, et particulièrement Akihito. Alors Akihito, oui, il y a plusieurs choses à dire sur Akihito. Akihito, donc déjà son nom, Aki qui est composé de kanji, le premier Aki qui est la lumière, et Hito qui est composé du kanji de l'humanité, la bienveillance, tout un programme qui correspond bien au personnage, c'est assez amusant. Et c'est quelqu'un qui avait déjà suscité un scandale en épousant en 1957 une roturière. Oui. Et qui déjà avait scandalisé beaucoup de gens à l'époque, notamment les conservateurs, notamment Yukio Mishima, qui dénonçait la tabloïdisation de la famille impériale, en disant c'est bien gentil que l'empereur cherche à se rapprocher du peuple, mais pas au prix de sa dignité. Quoi. C'est quelque chose, peut-être le premier acte qui avait marqué, non pas son règne, parce que de 52 à 89, il n'était que prince héritier, pas encore Tenno. Oui, parce que il faut quand même se souvenir que l'empereur du Japon a un titre particulier, c'est le Tenno, c'est-à-dire les détenteurs du mandat du ciel, qui est une référence à la Chine impériale, le suprême empereur, l'empereur qui détient le mandat du ciel. Et c'est vrai que du coup, il y a quelque chose d'un peu sacrilège là-dedans, en fait, d'assumer un peu son humanité quelque part et sa proximité du peuple. Quoi. Et c'est vrai qu'Akihito, je pense que c'est quelque chose qui le caractérise bien, une volonté de rompre en fait avec l'ère précédente, avec l'ère Showa, son père Hirohito. Une volonté de rupture. En fait, il incarne un peu cet esprit progressiste. Progressiste, démocratique d'après-guerre, dans sa personnalité, dans sa vie même. En fait, de prendre une roturière femme, c'est tout à fait ça. Et son opposition répétée aux conservateurs et le fait d'assumer les crimes commis par le Japon impérial. C'est vraiment tout à fait typique. Oui, Akihito, qui devient empereur, effectivement, qui est prince héritier de 52 à 89, et qui devient empereur du Japon après le décès de Hirohito, son père, en janvier 1989. Et concernant du coup la cerise sur le gâteau, point de rupture peut-être définitive, je ne sais pas, entre Shinzo Abe et Akihito, lorsque celui-ci a prononcé son abdication sans l'accord ou en tout cas sans vraiment en avoir averti Shinzo Abe. Tout à fait. Un peu une logique du fait accompli, quoi, qui illustre bien la tension entre les deux hommes et entre deux lignes politiques très différentes. Tout à fait.
je pense que effectivement, Akihito a pris tout le monde au dépourvu en annonçant sa volonté d'abdiquer. Du coup, effectivement, raison pour laquelle il a fallu instaurer une nouvelle loi en 2018 pour permettre à l'empereur de quitter ses fonctions. Tout à fait. Et un dernier mot, parce que par manque de temps, on va devoir arrêter là. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot de ce que vous pensez, vous, de ce que nous promet la prochaine ère japonaise? Ouais, c'est difficile à dire. Donc le prince héritier va monter sur le trône le 1er mai 2019, Naruhito de son nom. Difficile à dire, je connais pas bien le prince héritier. On peut penser qu'il s'inscrira dans la lignée de son père, je pense, d'instaurer, d'incarner un Japon moderne, démocratique, pacifié, etc. Pour l'anecdote, moi, il y avait un truc qui m'a quand même assez étonné, c'est que je regardais un petit peu du côté de l'extrême gauche japonaise et j'étais surpris de voir que même chez l'extrême gauche japonaise, même chez les antifas là-bas, Akihito est très populaire. D'accord. J'avais vu un post d'un antifa japonais qui m'avait fait rire, qui disait Akihito, voilà un véritable antifa. Ça m'avait fait rire, quoi. Ça dit non, la mentalité de ce qu'il représente, quoi. C'est très étonnant. C'est très très étonnant. Donc voilà, ça incarne un peu le paradoxe japonais. On dit mélange de modernité et de tradition. Pour un empereur. Oui, un empereur descendant de la déesse Amaterasu Mikami, qui incarne l'hypermodernité, la volonté d'aller en avant, d'assumer, pas d'oublier le passé, d'assumer les crimes qui ont été commis au nom du Japon impérial, mais en même temps d'assumer la démocratie, la modernité, l'ouverture. D'ouvrir le Japon sur une voie beaucoup plus, pas épurée, mais beaucoup plus sereine, oui, beaucoup plus digne, au sens où elle avoue et elle assume ce qu'elle a fait. Tout à fait. D'où l'idée de paix, d'harmonie, etc. Je pense que c'est ça. De repentir. Oui, c'est ça. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre participation et pour votre aide. Merci beaucoup. Merci Hugo, chronique super intéressante, vraiment super sympa. On a appris plein de choses. Et vous les amis, vous avez appris plein de choses? Oui, très très intéressant. Très intéressant. Ouais. Justement, avec ce que vous avez appris, j'espère que vous allez pouvoir mieux répondre aux questions de mon quiz. Alors là, je peux te dire qu'on sera très très chaud. On va continuer avec notre ami. Tu allais dire quelque chose? Je voulais faire une petite ouverture pour passer mon micro à ce cher Augustin, en disant que que la lumière bienveillante à qui il tienne puisse perdurer au travers de la puissance vertueuse de son fils Naruhito, et on espère que tout se passera bien. Oh. C'est en même temps beau et poétique. J'aime beaucoup. Très joli. J'aime beaucoup. Mais on va continuer sur quelque chose de plus brut, moins travaillé, plus rude. Quelque part, c'est la chronique d'Augustin. Oui, alors moi j'ai eu la chance de m'entretenir avec Madame Cléa Patin-Miyamoto. Alors elle est maître de conférence à la faculté de langue de l'université de Lyon 3, où elle enseigne, donc notamment le japonais. Et donc moi je l'ai plutôt questionné sur le gouvernement nippon et principalement sur le premier ministre japonais Abe Shinzo. D'accord, et on écoute ça tout de suite. Shinzo Abe, mais Abe Shinzo en fait. D'accord. Voilà, le nom de famille arrive en premier. C'est vraiment un homme du sérail qui a été qui est issu de familles qui ont une forte expérience en politique. Son grand-père a été Premier ministre après la guerre. Il a été également ministre des Affaires étrangères pendant la guerre, et il a été un administrateur important en Mandchourie, donc donc en Chine, à Mandchourie. Voilà. 1937. Voilà. À partir de 1937. Donc là, à ce moment-là, le Japon et la Chine étaient en guerre. On est d'accord. Oui, là on est en plein dans la guerre. Voilà, le Japon avait envahi la Chine. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Donc, invasion de la Mandchourie à partir de 1932. Voilà, oui. Donc en 1937, on est en plein dans le mouvement de colonisation de la Chine par le Japon sous la bannière de la zone de coprospérité en Asie orientale. D'accord. Donc il a été très actif dedans, et entre 1945 et 1948, son grand-père maternel, donc Kishi, a été emprisonné par les Américains à la prison de Sugamo comme criminel de guerre de classe A, ce qui est quand même donc le rang le plus élevé. D'accord. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, il a, sur le plan idéologique, sur le plan, j'ai envie de dire aussi,
affectif, émotionnel, énormément influencé son petit-fils, qui se revendique en fait de l'idéologie, des valeurs de son grand père. Et aujourd'hui au Japon, ça choque ce genre d'idéologie? Alors Kishi, en plus, a été un des ouvriers d'un rééquilibrage du traité nippo-américain, donc renégocié en 1960. Et Abe Shinzo reste très pro-américain et en même temps fondamentalement, viscéralement contre le pacifisme qui a été établi dans l'article 9 de la Constitution et donc qui interdit au Japon d'avoir une armée et d'avoir recours donc à la force militaire comme règlement des conflits internationaux. D'accord. Parce que, donc on est d'accord, pour expliquer un peu, Shinzo Abe, lui, il est ce qu'on appelle un nationaliste aujourd'hui. Alors, il est nationaliste, c'est vraiment quelque chose qu'il revendique. Ah oui, donc je disais, et Kishi, pour revenir à l'influence qu'il a eue sur son petit-fils, c'est fait vraiment partie de la droite dure de ce parti libéral-démocrate, le PLD, qui a été au pouvoir à partir de 1955, quasiment sans discontinuité depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc Kishi a été vraiment un des plus revendicatifs sur l'agenda le plus conservateur et réactionnaire de ce parti. D'accord. Et de ce côté-là, Abe Shinzo est complètement sur la même ligne. C'est-à-dire que tant pour la révision de la Constitution au niveau de l'article 9, tant pour des mesures dans le domaine de l'éducation où il s'agirait de promouvoir davantage l'égalité homme-femme, ou en matière de politique étrangère sur des questions de sécurité vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Corée du Sud ou de la Corée du Nord. Il est c'est un tenant de la droite dure. Donc par exemple, il y a plein d'histoires, mais par exemple notamment l'histoire en Corée où ils avaient les femmes, ou en Chine, les femmes pendant la guerre qui étaient... sur les femmes de réconfort. Voilà, les femmes de réconfort. Normalement, il ne se prononce pas là-dessus, il n'est pas... Il va pas dans le sens de la coopération. Le gouvernement botte en touche. Il a joué un rôle au cours de sa carrière politique concernant des enlèvements de Japonais par la Corée du Nord. Il a négocié le retour de ces Japonais au Japon sous le gouvernement Koizumi. Et donc la Diète, c'est ça, si je ne me trompe pas, qui est le Parlement japonais, elle est du coup majoritairement du parti de Abe Shinzo. Oui, alors là, il a été 2 fois au pouvoir en tant que Premier ministre. Entre 2006 et 2007, ça ne s'est pas très très bien passé, ça a été assez court, c'était un des plus jeunes premiers ministres du Japon à l'époque. Il a eu une traversée du désert après, et en 2012, donc il a été réélu Premier ministre en tant que chef du parti majoritaire. Parce que le Premier ministre ne peut être élu au Japon que parmi les députés élus de la Diète. Comme en Angleterre un peu. C'est partie de la Constitution. Et pour éclairer un peu, comment ça se passe le système politique au Japon? Est-ce que c'est comme en Angleterre avec 2 partis, c'est-à-dire où il y a 2 partis forts, un peu en France, ou c'est plus comme en France où Alors, il y a un parti d'opposition, c'est le PDJ, le Parti démocrate. Donc c'est plutôt un parti de gauche, on pourrait dire. Un parti de centre droit, on va dire. D'accord. Il n'y a pas vraiment de parti de gauche c'est plus américain, suffisamment puissant aujourd'hui. D'accord. Alors que le Parti communiste, comme en France, était très très fort après la Seconde Guerre mondiale. C'est plus le cas aujourd'hui. En revanche, le PLD, lui, est un parti de droite dure et Abe Shinzo est considéré comme un des faucons. D'accord, donc c'est un peu comme aux États-Unis où on a les républicains qui ont une droite très dure si on compare à la France, et les démocrates mais qui ils sont s'entendent très bien avec Trump. Voilà, d'accord. Ils s'entendent super bien avec Trump. Parce qu'il y a vraiment une convergence des valeurs. Forcément, d'accord. Et j'ai envie de dire un peu une petite... Juste une parenthèse, il y a une convergence des valeurs et le Japon, reste quand même très dépendant au niveau de sa politique étrangère des États-Unis, du parapluie nucléaire américain, et donc Trump,
Abe avait tout intérêt à mettre Trump dans sa poche pour être certain des velléités du premier allié à agir en cas de conflit chaud avec la Chine ou avec la Corée du Nord. Et ça s'est notamment illustré quand Trump a réagi quand la Corée du Nord a menacé avec son missile qui est passé pas loin du Japon. Ça arrive très souvent. Hein. Ça arrive très régulièrement. D'accord. Mais Trump a réagi et c'est quand même le seul président qui a pu rencontrer dirigeant nord-coréen. Obama avait quand même réagi aussi, avait tapé du poing sur la table en précisant que un allié était un allié, qu'on pouvait compter sur les États-Unis. Mais le Japon est toujours à émettre des doutes, à se dire mais est-ce qu'ils sont vraiment là? Est-ce qu'on peut vraiment compter sur eux? Est-ce que aujourd'hui il reste des bases américaines au Japon? À Okinawa, oui. Ouais, Okinawa, d'accord. Alors, ça a été une source de tension considérable depuis la Seconde Guerre mondiale. Même à Okinawa, la situation a évolué. La population était au départ très remontée contre les bases. Il y a eu des problèmes de viol, il y a des problèmes aussi dans le comportement des militaires américains sur place. Et puis, elle s'est rendue compte, cette population, récemment, qu'elle était aussi économiquement assez dépendante de ces bases qui apportaient... Voilà, c'est des Américains. D'accord. Donc on remarque que le Japon est dépendant finalement des États-Unis. Au niveau de la politique étrangère, complètement. D'accord. Et j'ai envie de dire une dernière question pour finir peut-être. L'opinion publique, eux, vous pensez c'est compliqué à dire parce que mais par rapport aux États-Unis, ils le voient comme un allié, comme quelqu'un qui a abusé d'eux peut-être ou qui a su les aider. C'est l'allié numéro 1. C'est l'allié numéro 1. Donc voilà, dans l'opinion publique, c'est sûrement. À ce niveau-là, dans l'opinion publique, ils sont très, très conscients. Mais en même temps, très attachés à l'article 9 de la Constitution. D'accord. Oui. Et ça, il me semble que c'est en 2006, par là, en 2005, que le PLD, donc le Parti libéral-démocrate, a proposé un projet de réforme de la Constitution, alors que c'est assez paradoxal, alors que Abe Shinzo est très populaire, qu'il a été réélu donc très largement en 2012, que voilà, toutes ces stratégies assez sécuritaires rencontrent un écho important au sein de la population. Paradoxalement, la population est aussi très attachée à l'article 9 et de ce côté-là, il y a un peu une scission entre ce pourquoi elle vote et les valeurs auxquelles elle reste fondamentalement attachée. Vous parlez de valeurs, je rebondis là-dessus. Est-ce que l'empereur et Abe Shinzo ont des relations, j'ai envie de dire, pas forcément amicales, mais dans le milieu du travail? Est-ce que par exemple l'empereur s'entend bien? Alors déjà, l'empereur, normalement, il n'a absolument pas son mot à dire en politique. C'est depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la Constitution de 1947, c'est juste un symbole. C'est-à-dire que n'importe quel mot sorti de sa bouche est scanné et normalement est censuré si jamais ça touche à un élément politique. Donc de ce côté-là, il n'a absolument pas son mot à dire, mais il est clairement, et ça se sait, attaché au pacifisme et à la Constitution de 1947. Et de ce point de vue-là, il y a des tensions avec le Premier ministre, même si, encore une fois, normalement, l'empereur est totalement en retrait. Sauf que l'empereur, l'année dernière, a annoncé qu'il souhaitait abdiquer, exactement, et ça n'a pas été très bien vu par le Premier ministre, qui considérait que c'était son travail, sa fonction d'être empereur jusqu'à la fin de sa vie, que cette abdication était quelque chose d'égoïste, qu'il n'avait pas à montrer comme ça des desiderata personnels, que c'était son problème, et que il y a eu des tensions entre les deux, d'autant plus que l'empereur est très attaché à l'article 9. Oui, d'accord. Très bien. Oui. Donc ça aussi, ça montre la position d'Abe, donc très attachée à des valeurs
hyper conservatrice, y compris jusque dans le fonctionnement de l'agence impériale. D'accord. Et alors là, je vais finir avec cette question. Les prochaines élections au Japon, elles se déroulent quand, vous savez? Alors les prochaines élections, là, il faudrait quand même que... les dernières, c'était en 2017 pour la Chambre des représentants, donc c'est tous les 4 ans. Donc dans 2 ans. Voilà. D'accord, très bien. Bravo Augustin, hein, super interview, on a appris encore plein de choses. Ouais. C'est incroyable. Non, c'était top. Cette compétence, cette qualité, je trouve que vous avez vraiment fait des progrès. On est presque des journalistes. Oui, presque, oui. Bon, n'hésitez pas à la réécouter, à la partager à vos amis. Voilà, les chroniques d'Hugo et Augustin sont faites en partenariat avec le Journal International et le Troisième Lieu. Et on va continuer sur la partie un petit peu plus divertissement, plus culturel et aussi quelque part plus ah non, alors non, pas du tout plus improvisé, mais pas du tout, enfin c'est plus accessible, je dirais. Accessible et quelque part, comment on dit quand on fait découvrir quelque chose? Innovante? Non. Éducative? Non, pas du tout. Découverte? Allez, on va dire découverte. La partie découverte. J'ai l'impression que c'est la partie éveil, tu sais, le truc des jeux pour les enfants là. Éveiller jeu. Mais en même temps. Non, pas du tout. C'est très poussé, c'est très. Oui, non. En même temps, Joséphine, tu t'es intéressée, je crois, à une artiste japonaise. Ouais. C'est Yayoi Kusama, c'est ça? Exactement. Et tu vas nous en parler. Alors, entre autres, parce que je parle un petit peu de beaucoup de choses, parce que je parle de la culture japonaise, donc voilà. C'est une introduction. C'est quelque chose de... Non, mais l'art japonais est quelque chose de très vaste. Hein. Et pourtant, si je vous parle de l'art japonais, de la culture japonaise, je pense pouvoir dire sans me tromper pour une fois, que la plupart d'entre vous va me répondre du tac au tac manga. Ah ouais, j'adore Naruto, Dragon Ball, Kung Fu Panda. Sasuke! Tu connais? Mon Dieu, il a fait sauter la régie. Enfin bref, alors que l'art japonais est bien plus riche que cela. Il est bien connu que les Japonais ont écrit avec un pinceau plutôt qu'avec un stylo jusque très tard, c'est-à-dire la fin du Moyen-Âge. La peinture étant le moyen d'expression favori des Japonais, et ce, bien avant le manga. Une des raisons de la richesse de l'art japonais est qu'il s'inspire d'autres cultures. Il est vrai que les Japonais, très tôt et tout au long de leur histoire, ont développé des capacités à imiter, à assimiler et finalement à s'approprier des éléments issus de cultures étrangères en les complétant de leurs propres préférences esthétiques. Par exemple, l'art japonais a beaucoup été influencé par la culture chinoise. Depuis très très longtemps, et pas sous l'impulsion de n'importe qui, mesdames et messieurs, sous l'impulsion de la dynastie japonaise, des empereurs, rien que ça. Alors, en effet, pour la petite histoire, ce serait l'empereur Kotoku, donc le fameux, qui est monté sur le trône du Japon au 7e siècle, comme tout le monde le sait, et qui aurait été très inspiré par la culture chinoise de l'empire Tang. Il aurait donc envoyé bon nombre de diplomates, mais aussi des artistes japonais pour visiter la capitale Tangshangan, afin de s'inspirer de la Chine. Alors, je tiens à remarquer que j'étais plus douée pour la prononciation indienne. C'est vrai. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, Flavien, je propose à nos auditeurs de ne pas hésiter à aller écouter nos précédentes chroniques très très inspirantes sur l'Inde. Excellente émission. N'est-ce pas? Jetons-nous des placements de produits. Excellente. N'hésitez pas. Les 20 meilleures minutes de votre vie. Voilà, Spotify, Apple Music, le Journal International, le Troisième Lieu, toutes vos plateformes de podcast sont disponibles pour réécouter nos émissions. Enfin bref, sinon revenons à notre empereur Kotoku. Il a donc envoyé des petits émissaires là-bas qui ont ensuite importé la culture chinoise au Japon. Ils étaient vraiment petits? C'était des tout petits émissaires. Oh. Non, pas du tout. C'était des hommes normaux, je pense. Ils étaient très grands. Enfin japonais, donc... Oh. Non, tout va bien. Cette culture donc chinoise va avoir un impact important dans beaucoup de domaines, et notamment dans la poésie waka, dont c'est par la suite inspiré Shakira. Non, je blague. Jingle, Flavien. Merci Joséphine en tournée dans les Zéniths de France, à Bordeaux, à Bouilleroul, en Ardèche, à Privas, on m'a forcé. Tu es Meiras, voilà, n'hésitez pas à la retrouver. Bienvenue sur Rire et Chanson.
Sans transition, le waka est donc un genre de la poésie japonaise. C'est des poèmes qui sont composés en japonais et qui se distinguent, bien qu'ils sont influencés, ils se distinguent d'avec la poésie qui est composée par des poètes japonais, mais en chinois classique, connu sous le nom de kanji, pour les plus intellectuels d'entre nous. Toutes ces transformations donc par lesquelles est passé le Japon, du fait de son empereur, témoignent du respect et de l'admiration de l'élite et de la noblesse japonaise, entre autres, envers l'empire du milieu et sa culture. Mais la poésie d'il y a maintenant quelques 14 siècles n'est pas la seule à avoir subi une influence. C'est également le cas de l'art contemporain japonais qui, lui, pour le coup, a été plus victime d'inspiration mondiale, tout comme l'artiste contemporaine Yayoi Kusama. Ah oui. Et voilà, on y très, arrive. Très connu. Réputé pour ses œuvres plutôt excentriques et facilement reconnaissables par sa chevelure orange, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut les observer à un endroit Eh bien, en France ? justement, Flavien, j'y arrive. En effet, Yayoi Kusama, après avoir été imprégnée dans sa jeunesse par la culture traditionnelle japonaise, elle va décider de se tourner vers l'art occidental, ce qui la conduira notamment à partir aux États-Unis. Donc elle va être très vite reconnue pour ses talents et fera de nombreuses expositions de ses œuvres. La plus célèbre étant sa Narcisse Garden. Donc c'est une installation sculpturale de centaines de boules de miroir qui va être exposée pour la première fois à la 33e Biennale de Venise en 1966. Et ensuite, elle sera reprise et reproduite en différents exemplaires et suivant différentes variables. L'une des plus récentes variables est l'Infinity Mirror Room, que l'on peut retrouver à la Fondation Louis Vuitton, parmi la nouvelle collection de la Fondation thématisée autour du Parti de la peinture, qui est d'ailleurs encore ouverte au public jusqu'au 26 août 2019. Donc n'hésitez pas à filer vous cultiver à la Fondation Louis Vuitton, qui est à Paris, et plus précisément 8 avenue du Mahatma Gandhi. Comme quoi, l'un nous colle à la peau. Décidément, nous n'hésiterons pas à y aller, en tout cas. Voilà, merci beaucoup. C'était la chronique culture. Bon, écoute, merci beaucoup Joséphine, on a appris plein de choses et on n'hésitera pas à se rendre à cette exposition pour admirer les œuvres de Yayoi Kusama. Nous continuons sur la dernière partie de l'émission, quelque part. Oui, enfin, la partie la plus drôle, fake news, la partie la plus intéressante, fake news, et la partie quelque part la plus accessible et travaillée. Voilà. Pas fake news, pas fake news sur travailler, ça me fait plaisir. Non, pas du tout, parce qu'on sait que voilà, enfin on reconnaît quelque chose. C'est ça. Alors Mathieu, de quoi tu vas nous parler cette semaine ? Alors là, moi ça va être, j'ai tellement travaillé cette chronique là, ça m'a pris toute la semaine, et donc du coup. J'en suis arrivé à me dire que ce qui pouvait être le plus intéressant, au lieu que ce soit moi qui parle, puisque bon, ça allait être peut-être trop intellectuel pour les gens, j'ai tellement travaillé le sujet que j'ai préféré vous faire travailler vous. Donc c'est-à-dire que ma chronique va vraiment se reposer sur mes collègues chroniqueurs, puisque ça va être un set de questions sur le Japon en général, et on va voir s'ils ont bien écouté cette émission, s'ils ont bien travaillé. Je serai un peu l'équivalent du maître de classe, moi, je veux pas et vous serez mes chers élèves. Il n'y a rien à gagner J'ai toujours été première de classe. Là, on a un petit pain au chocolat qui reste, et les pains du Crous, ça se gagne, beaucoup motivé. Voilà, le pain du Crous. N'hésitez pas, le Crous, à nous donner des subventions. Il est un peu sec. Un peu sec. Non, il est très bon, le pain du Crous. Il est un peu sec. Il est au chocolat. C'est une chocolatine. Donc je compte sur votre sens légendaire de la répartie et sur votre culture et votre travail pour faire vivre cette chronique. Fake news. Ok, d'accord. C'est son nouveau joujou. Ouais. J'adore ce truc. Merci à l'équipe Fake News de nous ajouter tous ces beaux jingles. Yes, super. Bon, allez, on va y aller tranquille. On va commencer par une question assez simple. Ça va être une question de rapidité. Mais non, mais personne n'a trouvé pour moi. Bon, question simple. Stoppez-le. C'est un enchaînement de jingles, j'en peux plus. Libérez-nous. Bon allez, vous êtes prêts le buzzer ? Quelle est la capitale du Japon ? Tokyo. Wow, Augustin, un point. En fait, je l'attendais celle-ci. J'étais alors, sûr que Augu, 1, super. Alors, mais il y a pas, attends, il y a pas une histoire, c'est pas Tokyo, c'est. Avant c'était Kyoto. C'est Kyoto et c'est changé. C'est marrant parce que ça se ressemble. C'est marrant. Ils ont juste inversé une lettre. Yes. Attends, en fait, j'ai posé une question. Vas-y, non, mais vas-y, pose une question. Je sais plus ce que ça veut dire Tokyo, parce que Tokyo et Kyoto, c'est dire. Ah oui. C'est. Non, je sais pas. C'est l'arbre ou le vent, ou je sais pas. Bref. Bon, en tout cas, ça c'était. Merci. Bon, alors on va continuer sur des trucs pas trop durs. Quelle est l'île principale du Japon ? Quel est son nom ?
L'île de France. Kyushu. Non. L'accord. Oh la déception. D'accord. Si ça commence à sécher sur mes premières questions, alors que c'est vraiment les plus simples. par You. Non. Vas-y, fais un Ok, rébut, alors, un rébut. je vais faire un rébut. Ça finit par un A. Ça L'île commence de par Ré. quelle lettre? Quand tu mets. Donc il y a off, et le contraire c'est quoi? On. Voilà. Et Serge Gainsbourg, il avait des oreilles de. Lapin. Non. Mais non, Le cheval. mais non, mais c'est connu, c'est oreilles de chou. Ah oui. Ah. Et voilà, bah, et du Honshu. coup, voilà, Honshu. Voilà, putain, Ah, mais oui, bien sûr, Mais Honshu. Honshu, On n'y arrive oui, pas, on n'y qu'est-ce arrive que pas. je Bon, suis allez, bête, zéro, ouais. vous êtes Non, mais en fait, nuls. Non, mais oui, bien je- sûr. Mais on le seule chose, savait. Bon, je peux faire une espèce de dernière sur vraiment la géographie Sans du Japon. transition, je Oui. déteste la choucroute. Voilà, Bon, c'était juste. D'accord, merci Flavien. C'était juste Oh la là petite là. information. Entre les Lourd. jingles et... Ouais, lourd, lourd. Oh, je suis pas aidé. Aidez-moi, je suis vraiment pas aidé par les gens autour de moi. Oh, désolé. Allez, Un des jingle n'est pires. pas parti. Bon, allez, dernière question géographie comme ça, mais je pense pas que vous allez trouver. Oui, oh bah. Combien d'îles au Japon à Attends. peu près? On vous donne une fourchette de 1000. Oula, une Pardon. fourchette 2000. Je le sais grâce à un livre que m'ont offert certains C'est très, tel- très bons amis à mon anniversaire. 4000. De cette année. C'est Une Qui fourchette sont autour de la table. de 1000. 2000. Oui, à peu près autour de 1000 pour que ce soit pas trop dur. Je vais pas vous demander à l'île près parce que sinon. Oui, mais je me doute bien, On est là mais- pour 6 jours. Alors, 5000. 7000. Oh 5602. Bah, premier coup. Allez hop, ça gagne. Voilà. Direct. D'accord. Oui, mais Faisons comme ça. C'est 6000 et quelques. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, Joséphine. Allez, José. un peu de. Excellent en Rose. tout cas. hein. Voilà, là, il y a. Heureusement que la là, il y a un jante peu féminine est là pour de relever le niveau. compétition, On apprend quand même deux de choses. stylé. D'abord qu'il y a 6001. Combien ça dit 5000. C'est un peu plus de 6000. Il y a 6000 îles. Et ensuite, on sait que Joséphine sait compter jusqu'à 6000. Ce qui n'est pas quand même la moitié d'une information. Ok. On enchaîne. Allez. Bon, allez, là, maintenant, on va parler un peu japonais. Et on peut commencer par une question assez simple, vu qu'une grosse partie de cette émission a porté sur le sujet. Comment se prononce empereur? Enfin, comment ça se dit en japonais? Tenno. Oh là, attendez, là, il y a eu deux réponses à la fois. Toi, t'as dit? Tenno. Voilà, c'est juste, donc t'as dit? Tenno. Allez, Oh là là. ça s'écrit coup, hein, no. K-O-U. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça fait un point de plus pour Hugo. Bah, là. Pardon. J'ai dit Tenno aussi. Non, mais toi, t'as pas dit exactement ça et tu l'as dit un peu après. J'ai dit tu vois. Tenno. J'ai senti Mais qu'il avait forcément, plus tu juste m'as que toi. interrogé après. Mais après, pour le bienfait de la compétition, on pourrait t'octroyer un point, comme ça ferait que tout le monde serait à égalité. Bah, et- je Vraiment, pense- Non, vraiment, non, 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 non. Moi, Tant pis. au-delà du bienfait de la compétition, peut-être pour la justice aussi quelque part, parce que j'ai dit la bonne réponse. À un moment, voilà, rendons Après, à César ce qui est à César. les auditeurs vont entendre. A priori, ça a été enregistré. Il y a des preuves. Oui, mais écoute, tu lui as demandé d'abord, j'y peux rien. Moi, j'ai juste dit ma réponse ensuite. Non, Ok, mais donc pour le bienfait de la compétition, Voilà, je te mets un non, point. mais De toute c'est manière, tu n'en auras incroyable. certainement pas d'autres. Mais non, Joséphine, à ce compte-là. Hein. Pourquoi J'ai rien dit, moi. Elle a Bah, rien et dit. alors Ah oui, non, mais t'as raison. Bah oui. mais Mais non. elle, en donne-moi a un déjà point. un, elle en a déjà un. Ils en ont tous un. Ouais. Voilà. Oh, putain. Oh, même quand c'est pas à propos. Il y a un bug, Désolé. Ah là, c'est plus dur. Quelle est l'étymologie du mot sushi? Qu'est-ce que ça veut dire à la base? Alors, ça vient de sou et ça vient de chi. C'est du C'est poisson. Ouais. C'est du poisson. C'est. Ouais. Vas-y, dis-moi où tu Ouais, veux en il venir. doit y avoir un poisson dans un des deux. C'est Non. poisson sans chaleur. Non. C'est pendant l'ère d'Edo et ça n'a rien à voir avec de la nourriture. Qu'est-ce que l'air des dos? L'ère d'Edo, ils en ont longuement parlé. Non. L'ère d'Edo, c'est une ère qui a eu lieu dans les années 1800. Et c'était l'ère sur laquelle le Japon était refermé sur lui-même. Le protectionnisme. Avant l'ère Meiji. Mhm. Exactement comme Hugo. Il est refermé sur lui-même. Sushi. Man. Bon bah du coup, Sushi. ça va être compliqué. Je vais Non. essayer de vous donner des indices. Oui. Quelle est la caractéristique principale de la vieillesse au Japon? Ils sont très vieux. Eh bah voilà, Oui, ils bah. sont très vieux. Et qu'est-ce qu'ils ont donc comme vie? Ils ont Longue. une- Longue. Longue, exactement, une longue vie. Et- Sushi. On sait pas pourquoi, ça n'a pas de rapport, mais en tout cas, visiblement, c'est Bah, peut-être que l'étymologie le du fait mot de sushi. manger des sushis Leur, permet ouais, d'avoir une longue vie. de vivre aussi longtemps. Peut-être, hein, il y a Et peut-être donc, une on corrélation. aurait révélé là le secret de l'immortalité. Bouffer des sushis. Sushi. Waouh, on en apprend toujours plus Du coup, ici. Pirates des Caraïbes, la fontaine de Jouvence, c'était du fake. Oh là c'est ça là. Tu Désolé. vas nous lancer un petit Fontaine. fake Vas-y, news. lance un Tu fake veux pas news. tenter un petit jingle là ça sera- Fake news. Ah oui. Je tente plus de jingle, moi, maintenant. Bon, on peut poser une question. Question pathologie. Flav. Pardon, Qu'est-ce là. que le syndrome de Paris?
Le syndrome de Paris. De Paris. On est au Japon là. C'est P-A-R-I-S. Et c'est en rapport avec Paris. Et c'est en rapport avec les Japonais. C'est pas le fait qu'il c'est un rapport avec l'élégance. Avec Paris. Ah non, c'est pas quand tu. C'est parce qu'ils adorent aller à Paris. Quand tu prends des photos. Non, mais si c'est un rapport avec Paris, non, moi je pensais que c'était des Japonais qui restaient enfermés sur eux. Non, ça a un rapport avec les Japonais qui vont à Paris. Ouais, qui restent, qui veulent pas retourner en France. Retourner au Japon. Qu'est-ce qu'ils font à Paris Il existe également ce syndrome, Augustin, mais là c'est le syndrome inverse. Et bah c'est là qu'ils. Ils aiment pas du tout Paris. C'est que Paris est idéalisé complètement au Japon. Il y a une grosse pub, en tout cas qui existe, une culture de Paris et de la France là-bas. Et du coup, les Japonais sont baignés là-dedans. Et quand pour la première fois ils vont à Paris, ils voient les taxis relous, des gens pas très polis. En plus, ils comprennent rien parce que c'est pas la même langue. Les Parisiens Non, mais les Parisiens sont polis. Et ben, il se passe qu'ils ont une sorte de désillusion. Voilà, une sorte de désillusion qui peut les mettre presque en dépression. Ce qui fait que souvent, ils rentrent immédiatement au Japon. Et il y a des chiffres, vous pourrez aller vérifier, exacts à l'ambassade du Japon. Et c'est un vrai problème. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire à part raser Paris? Qu'est-ce qu'on peut faire? Changer les Parisiens. Il faut changer les mettre des Lyonnais. Ouais, mettre des Lyonnais, c'est vrai. Mais je comprends, ou des Strasbourgeois, ou des... Pourtant, on pourrait penser qu'ils sont pas dépaysés, parce qu'ils sont quand même nombreux à y aller. Ils voient pas mal leurs semblables. Je sais pas quelle est la part de... Qui sont quel pays va le plus visiter la France? La France. Je sais pas s'il y a des statistiques. T'as dit quoi? Je suis sûr qu'il y a des statistiques. Ceci dit, je les ai pas encore, mais on peut arriver ça. S'il y en a un qui fait une recherche, tu peux d'ailleurs faire la recherche et nous tenir au courant. Alors, je cherche actuellement. C'est les Chinois. Déjà, ils sont plus nombreux. Alors, la statistique est faussée. Moi, franchement, je dirais que c'est les voisins de la France. Moi, j'ai l'espagnol ou les néerlandais. Les italiens. En Ardèche, c'est les Hollandais en tout cas. Voilà. Et les Suisses. À Paris, pardon, à Paris, j'ai changé de sujet. Bon, bref. 0 point pour le syndrome de Paris. Là, ça va être question plus simple. Question manga. On a des spécialistes autour de la table. Oui. 2 questions qui vont s'enchaîner comme ça pêle-mêle. Quel est le manga le plus vendu de l'histoire? Naruto? Non. One Piece? Non. One Piece. Oui. Et ça, Gomu Gomu, nos ventes maximales à 450 millions d'exemplaires vendus en tout. C'est donc le manga d'Eiichiro Oda qui a été le plus vendu. Mais après, on peut poser une autre question et je sais pas si ça rapportera un point puisqu'il y en a tellement et je pense que vous en aurez tous. Donnez-moi des types, des genres de mangas et expliquez-moi à quoi c'est lié. Là, faut laisser Hugo. Les shonen et les seinen, voilà. Par exemple. C'est bien sûr à cela que j'aurais pensé en premier en tout cas. Moi aussi. D'ailleurs, j'ai plus d'idées maintenant. T'as les shoujo aussi. Ok, mais explique-nous, parce que là, tu parles quand même à un public qui est certes avisé, mais qui ne connaît quand même pas tout sur le Japon. Il faudrait que tu nous dises de quoi ça parle. Alors, je suis pas un spécialiste des types de mangas, mais du coup, de ce que j'en sais. Les shonen, ça concerne un peu tout ce qui est, par exemple, Bleach, Dragon Ball Z, One Piece, donc c'est quand même assez ludique. Les plus connus. C'est quand même, ça n'empêche pas d'être poussé, mais ça reste quand même assez enfantin, avec quand même beaucoup d'humour. Et le tout, comme j'ai dit, est assez ludique. Les seinen, il y a des scènes qui sont absolument incroyablement dures à voir. Les thèmes sont pas beaucoup plus cherchés, mais beaucoup plus durs en tout cas à affronter. C'est un peu plus éprouvant. C'est-à-dire, ils prennent moins de pincettes. Par exemple, dans One Piece, ils vont atténuer certains. On peut parler du fait qu'il y a peu de sang, peu de morts. Voilà, déjà il y a peu de sang, il y a peu de morts. Et puis même, genre dans One Piece, t'as des les airs, je sais plus comment ça s'appelle, les airs sont les arcs. Les arcs, voilà, c'est ça. Les arcs, dedans t'as des thématiques qui sont extrêmement bien foutues, genre par exemple avec les enfants de la haine dans l'arc des hommes poissons, des Sabondi, c'était non pas des Sabondi, des hommes poissons, c'était hyper bien foutu. Vraiment, il y avait un énorme parallèle avec le radicalisme. C'était vraiment génial. Magnifique son analyse. Et le racisme, le radicalisme. Moi, je dis juste le manga et c'était très très bien foutu. Et en fait, juste t'as plusieurs clés de lecture, une qui est qui est facile d'accès, qui est accessible à tout le monde, et une autre qui est vachement plus poussée. Alors que dans les seinen, soit tu comprends rien. Tu peux passer à côté beaucoup plus facilement, mais il y a un fond qui est énorme. T'as un exemple de seinen? T'as l'Attaque des Titans, t'as Death Parade, t'as Akira. Akira, c'est un truc de malade, c'est incroyable la richesse qu'il y a dedans. Vraiment, je vous le conseille. Akira, c'est vraiment énorme. On devrait le mettre à une émission spéciale, franchement, émission manga. Sous nos yeux, Hugo et Mathieu s'embrassent goulûment.
en découvrant tous les deux leur passion commune pour le manga. Voilà. Et à côté de ça, tu as le shoujo. On partira main dans la main, Ego et moi. tu as le shoujo qui est peut-être fait pour nous, Mathieu, qui consiste en les mangas un peu romantiques, donc c'est comme ça que tu vois. Hugo, tu m'as pas parlé d'un autre type de manga tout à l'heure ouais. Tu connaissais un petit C'est peu Augustin qui m'en a parlé tout à l'heure avant de venir. C'est lesquels déjà Les yaoi. Ah, c'est quoi ça Les yaoi, c'est genre des mangas un peu érotiques. Et du coup, t'en as plusieurs sortes. Et notamment, les yaoi, ça concerne la culture homosexuelle. Je pense qu'il voulait aussi parler des hentai, c'était là-dessus que... Hentai, c'est un Pokémon. Non, pas que. Hentai, c'est un après, Pokémon. je sais pas comment ça se prononce, mais à l'écriture comme ça... On fait vraiment une discussion cul et manga. Bon, là. allez, passons à la question d'après. Je pense que ça va arranger tout le monde. Très bien, très bien. Alors là, maintenant, ça va être une question classement. Il y a plein de points à gagner. Je suis allé donc sur un site très reconnu, mondialement reconnu, le site Bento. Je connais pas, mais en tout cas... C'est pas du cacao, le ils bento. nous ont pond c'est le benko, pardon. un classement des japonais Désolé. les plus connus en France. Ah. Et donc il faudrait que vous puissiez m'en sortir Hayao quelques-uns Miyazaki. si vous vouliez. Miyazaki? Ah ouais, Quatrième, bien joué. Miyazaki 4ème. Ah ouais. Yayoi Kusama, il est très connu aussi. Non mais c'est vrai. Kusama? Mm. Je connais pas. Le Mais fondateur. je viens d'en parler. Non, même pas dans les ça mais dégage. toutes les grandes marques, genre Nissan, Honda. peut-être pas Nissan, mais Mitsubishi. ouais, Mais je suis pas sûr que ce soit voilà, des la personnes. famille Suzuki. Mitsubishi, non Ah, Carlos Non. Ghosn. Oui, mais Carlos Ghosn. Très Non, connu. non, mais cherchez. Bah, Déjà, Shinzo Abe. il y en a un qui est évident. Shinzo Abe, oui. Bah, deux. Ah, je sais. Ah non, il est chinois lui. L'empereur. L'empereur. Isao Voilà, Takahata. les bêtes. Non Comment Isao Takahata. Non, Ah. non. Après, on a. Le troisième, c'est quoi ça? Y a Alors, pas on des un personnage de cuisiniers manga. Non, on a deux personnages de manga d'ailleurs dans les top 10. Sangoku. Non. Naruto. Oui, 3. Je suis très étonné. Oui, moi d'ailleurs, j'aurais ce dit classement. Sangoku plus connu que Et Naruto. il y en a un mais- autre. Bah, Sangoku. Mais Non. Un autre qui est plus jaune, petit, mignon. Pikachu. Oui. Ah Oui. Ouais, mais dans ces cas-là, il y a Mario aussi. Mario, il est Eh ben, japonais. écoute, il y avait Mario pas et Mario Luigi. dans ce classement, mais oui. Ouais. Je vous l'avais dit que je trouverais des bonnes réponses, moi. Après, on a une artiste. Une artiste justement Yayoi contemporaine. Kusama. Ah C'est pour toi là, Joséphine. Yayoy. Une artiste contemporaine japonaise, très connue. Ok. Elle a été très connue, notamment du fait de son mari. Ah, je sais, Ah, c'est bah oui. putain, j'allais dire Johnny Depp, le con. John Lennon. Oui, c'est Yoko Ouais, Ono. Yoko Et Ono. voilà, Eh c'est oui, Yoko Ono. Yoko Ono, Point bien pour sûr. Joséphine qui prend Oh aussi là là, la tête. fatigué ce matin. Et après, on la a. Qu'est-ce qu'on a On a un tennisman. Ah bah Je sais pas oui, s'il y a si, des bah amis oui. qui tennis. Attends, mais ce matin je suis nul. Mais là, attends, tu me laisses 2 secondes. C'est le petit. Bon, en même temps, il est japonais, donc. C'est terrible. Un C'est terrible. Attends, donne-moi la première Il lettre fait de son des- prénom. Il renvoie la De son cuillère. prénom, Ouais. c'est un K. De son nom de famille, c'est un N. Nishikori, Oui. voilà. Oh là là, mais Voilà, je sais que j'ai quel homme retrouvé. exceptionnel. Non mais quand on voit Augustin, on sent le sportif. Non, mais là, moi, il faut que ça me mette du temps à monter. Mais quand ça monte. Muscles Ah oui, les saillants muscles, à bah, travers t'inquiète la pas. Oui. chemise. On a également un mangaka et un cinéaste. Et bah, Ishiroda. Non, justement, j'étais très surpris, mais c'est le mangaka de Dragon Ball Z, Ouais, mais je sais plus comment il qui est s'appelle. donc visiblement plus connu Ouais. que son héros. Ça me paraît quand même bizarre. C'est pour ça que j'ai des doutes sur ce site. C'est Toriyama. Ah, Hayao. Toriyama, oui. En Et plus, enfin, on a bah, bien le sûr. réalisateur des 7 samouraïs. Très très grand film. Ah J'espère oui, que vous l'avez tous avec vu. ah non. Effectivement. Ouais. Kurosawa. Ah bon. Et Bon oui. bah, Eh oui. je peux vous dire les scores à la fin. Ça s'est terminé avec Augustin en tête, évidemment. Attends, dis les Évidemment. scores. Non, mais vous avez été bon Mais quand t'as même, hein, arrêté mais bon, de c'est vrai que compter le les niveau points. est. Dis les J'ai scores. compté les points. Augustin 4, Hugo. Merci. A Merci. gagné. Tout l'honneur est pour ce moi. quiz. Vous Mathieu, avez dis-nous. été les bons adversaires quand même. Je dois Après, l'admettre. on peut toujours faire une dernière question. C'est celui qui trouve qui gagne tout. Moi, sinon, je fais un rep, hein, je vous le dis. Ok. Alors, c'est pas évident. Oui. Quelle est la première ère du Japon? La 1. Personne ne le sait. Ernara. Moi j'ai une question. Alors, ça va être. Pourquoi on dit que le Japon est le pays du soleil levant? Parce que c'est le pays le plus à l'est que Pas je du connaissais. tout, C'est les pas du Chinois tout. qui ont dit C'est ça. là les où le pays- soleil- les Chinois, parce que qui ont dit le ça. pays est à l'est. Ah, bah voilà, elle a fait la dernière question du quiz et ça marche super bien parce que vu que c'est
elle qui a répondu. Oui. Et ben elle a gagné. Et oui. Oh, mais sa propre question. Mais c'est dégueulasse. Et oui. J'ai jamais vu très, autant très d'injustice. Du coup, c'est quoi Attends, la première c'était quoi la première? Ah, c'était l'air Taika. Ouais, j'allais le dire en plus, donc Voilà. c'est bête. J'aurais gagné en. 645, hein, Oui, exactement. Je l'aurais dit 2 fois, voilà. Moi j'avais que les 2 dernières syllabes, malheureusement. Bon. Les shoguns, voilà, les shoguns. Ouais, les Je shoguns, cherchais les shoguns. Tokugawa Ieyasu, tout ça, voilà, t'aurais pas su. Bien sûr que si. Ouais. enfin, Quoi je qu'il en sais soit, pas. c'est Joséphine qui a gagné. C'est Mais le c'est vol indiscutable. Les préférences. C'était largement la personne la Putain. plus compétente autour de cette table. Dégueulasse. Confirme. Et donc, ça me fait plaisir de lui donner le pain au chocolat. Le De pain Je l'ai au déjà mangé. Il est chocolat rassis. de la victoire, messieurs, dames. Rassis. Regarde, alors il Elle n'est a déjà pas mangé rassis. 4. Il n'est pas rassis. Il n'est pas rassis. À Lyon 2, rien n'est raciste. Oh, Voilà. mais c'est nul, mais c'est nul. Pardon. Jingle, Flavien. C'est terrible, je suis triste. Désolé, voilà. En tout cas, merci beaucoup Mathieu pour ce petit quiz très de rien, amusant. de rien. J'espère que ça vous On se couchera moins a bête. diverti et surtout que ça vous a éduqué et donné même envie peut-être de partir au Japon. La Déjà France- fait. La France entière connaît maintenant notre inculture, mais c'était très 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 agréable en tout cas. Sauf toi, évidemment, hein, Joséphine, qui a fait Oui, la merci chronique de- culture. Bravo. Et oui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous avons passé un an à vos côtés. Nous espérons avoir été quelque part une deuxième famille pour vous. Vous l'avez été en tout cas pour moi, les gars. Avec Hugo, on a partagé beaucoup aussi. C'est ça. C'était Voilà, très exactement. agréable. Je le sous-entendais. J'aimerais remercier le 3e lieu de leur soutien, puisque c'est notre radio étudiante, le Journal International dont nous dépendons, et évidemment Aya Aboulay qui a fourni un travail sans relâche depuis 3 ans, Nicolas Klingelschmitt et Marianne Lefort qui s'y attellent depuis 1 an. C'était l'APNIX, votre émission sur les relations internationales du 3e lieu. Merci. Ici, Jean Moulin. C'est un Youpi.